Quand on parle de déménagement, certainement vous vous sentez tous concernés. À un moment donné, vous avez eu à quitter une maison, changer de locaux pour le travail, etc. Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire qui personnellement me touche et qui peut en plus de ça arriver à tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai horreur des déménagements. Changer de cocon, d'univers, d'amis, de repères. Bref, repartir de zéro alors qu'on s'est donné du mal pour construire notre petite bulle. Notre petit nid douillet, si on peut le dire comme ça. C'est à la fois triste et déstabilisant, surtout lorsqu'on est encore en pleine adolescence. Et justement, l'histoire de Yélène va me donner raison. Une histoire qui, comme toutes les autres de ce genre, est passée sous le radar. Alors, qui est Yélène? C'est une jeune adolescente de 17 ans qui vient d'aménager dans la localité de Mill Valley en Californie. C'est une petite localité située à 30 minutes au nord de la ville de San Francisco, de l'autre côté du pont Golden Gate. À cette époque, Mill Valley n'avait pas beaucoup d'habitants, du coup, ça se voyait quand il y avait des étrangers dans la ville. C'est loin de passer inaperçu. Du coup, la petite famille, constituée de Yélène, sa mère Suzanne et sa petite sœur Chloé, se sont installés dans leur nouvelle maison suite à une affectation de leur maman comme professeur de lycée. Tout se passe plutôt bien pour Yélène. Le seul inconvénient dans ce genre de situation, c'est de se faire accepter. Se trouver des amis. Ce n'était pas une chose évidente à faire, surtout lorsqu'on rejoint un établissement scolaire au milieu de l'année. Mais bon, comme je le disais, tout allait plutôt bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce que quelque chose d'étrange commence à se passer. Le pâté de maison où vit Yélène et sa famille est très commun comme on peut s'y attendre dans les localités de ce genre. Les maisons sont construites à l'identique et sont dupliquées sur des centaines de mètres de chaque côté de la route. La fenêtre de la chambre de Yélène donne sur une des fenêtres de la maison voisine. En termes de visuel, ce n'est pas vraiment l'éclate. Et ce sera encore pire avec les événements qui vont suivre. Commençons par le début. 2 mois après leur aménagement, Yélène va remarquer que la maison d'à côté, dont celle sur qui sa fenêtre avait un visuel, semble tantôt animée, tantôt pas. Elle avait remarqué comme des allées et venues à travers la pièce d'en face. C'était presque imperceptible, mais il y avait comme une espèce d'ombre qui se déplaçait dans la pièce. Chose qui était encore plus dérangeante, c'est que les lumières n'étaient pas allumées. En fait, elles ne l'étaient jamais. Pour une maison habitée, on est d'accord que c'est tout sauf normal. Ce qui sera encore plus perturbant, c'est lorsque la nuit, dans sa chambre, au moment de se changer ou lorsqu'elle s'installe sur sa table de travail, elle a la sensation de se faire épier à l'autre bout de la fenêtre. Une sensation si malaisante qu'elle était effrayée à l'idée de lever les yeux pour vérifier si effectivement elle se faisait stalker ou pas. Pour diminuer la gêne qu'elle ressentait devant sa fenêtre, elle a décidé d'installer un grand rideau pour ne plus avoir un visuel sur la maison d'en face. Les jours passaient et Yélène se sentait beaucoup mieux dans sa chambre. La vie avait repris son cours. Mais au lycée, ce n'était pas trop ça. Étant de nature calme et plutôt réservée, elle a eu du mal à se faire des amis et son titre de nouvelle n'a pas vraiment aidé dans ce sens. Son repère favori était le toit de leur bâtiment de terminale. C'est aussi sur le toit qu'elle va faire la rencontre de Lisa, une fille pleine de vie et qui bouge dans tous les sens, bref, l'exact opposé de Yélène. Elles vont sympathiser et Lisa va la présenter à son groupe d'amis. Bon, son adhésion dans la team de Lisa n'a pas vraiment été validée d'un coup. Yélène avait réussi à se faire surnommer la caverneuse à cause du fait qu'elle était constamment à l'écart. Pour briser la glace, Lisa a donc pensé à organiser une petite soirée pyjama chez Yélène, histoire de motiver son groupe à mieux l'accepter. La petite soirée avait débuté à 19h et elles avaient prévu plein d'activités pour s'amuser dans la chambre de Yélène. Le plan de Lisa avait l'air de fonctionner. Vers minuit, l'ambiance était déjà suffisamment détendue. À un moment donné, à cause de la chaleur et des fous rires, Lisa décide de pousser le rideau et d'ouvrir la fenêtre histoire d'aérer la pièce. Mais ce qu'elle a vu en face l'a paralysée de peur. De l'autre côté, dans la maison d'en face, face à la fenêtre, se tenait un homme debout dans le noir. Le faible éclairage lui a à peine permis de distinguer son regard vitreux et obsessionnel. Il était là à fixer les jeunes filles sans cligner des yeux. Il n'a pas bougé d'un pouce et il avait la même expression vide, légèrement dérangée. Lisa a poussé un cri d'horreur et ce fut la fin de la joyeuse petite fête. Aucune des filles n'a passé la nuit dans la chambre de Yélène et Yélène non plus d'ailleurs. Cet incident avait non seulement ravivé le malaise de Yélène, mais l'avait également éloigné de ses amis. Bon, de sa seule amie Lisa. Ce qui n'a d'ailleurs pas arrangé les choses pour elle parce que depuis ce fameux soir, elle a du mal à dormir dans sa chambre. Mais bon, le plus dérangeant est encore loin d'être arrivé. Yélène est entrée dans un délire de paranoïa intense, mais elle était incapable d'en expliquer la cause autour d'elle. N'ayant plus d'amis et n'étant pas véritablement proche de sa mère. Elle se disait certainement qu'on la prendrait pour une folle ou quelque chose du genre. Résultat, le calvaire continua. Quelques semaines à peine après le dernier incident, une nuit encore plus étrange arriva.
Hélène était rentrée des cours épuisée et elle a plongé dans son lit histoire de se reposer un peu. Mais elle a fini par s'endormir. Quand elle a ouvert les yeux, à son horloge, il était marqué 22h22. Elle a remarqué qu'il faisait particulièrement beau cette nuit et un magnifique clair de lune éclaira l'extérieur de la maison. Elle était couchée et dos tourné à la fenêtre et elle avait les yeux encore brouillés par le sommeil lorsqu'elle a remarqué une ombre. Au départ, la forme de l'ombre avait l'air approximative, mais au fur et à mesure qu'elle se réveillait et se concentrait, sa forme s'est nettement mieux dessinée. Elle a été terrifiée lorsque ses soupçons se sont confirmés. Il y avait bel et bien une ombre, masculine, chétive et immobile, appuyée contre sa fenêtre. La silhouette était si détaillée qu'elle en était choquée. C'est à ce moment qu'elle s'est rappelée qu'à son retour des cours, avant de s'allonger, elle avait oublié de baisser le rideau qui la séparait du monde extérieur. Prise de panique, elle a fermé les yeux très fort et elle a couvert sa bouche de ses mains pour masquer ses pleurs. Elle était si effrayée qu'elle a gardé la même position toute la nuit en espérant que l'ombre ne réussisse pas à trouver un moyen d'entrer dans sa chambre. Un vrai cauchemar. Elle a passé la nuit éveillée et le lendemain, elle avait une mine pas très bien. À la suite de cet incident, sa paranoïa s'est encore plus renforcée et elle avait la sensation de se faire espionner en permanence, que ce soit à l'école, au supermarché ou même à la piscine le samedi. Elle avait l'impression de n'être en sécurité nulle part. Tragique, n'est-ce pas? Mais le calvaire de Hélène n'était pas encore terminé. Nous sommes au mois d'avril et la situation de Hélène ne s'arrange toujours pas. Un soir, à bout de nerfs, elle est sortie prendre de l'air sur la terrasse. Il est 21h53 quand Hélène reçoit un coup de fil de son petit ami qui vit dans son ancienne ville. Leur conversation a duré un peu plus de 45 minutes et elle était sur le point de rentrer pour rejoindre sa chambre. Du moins, c'est ce qui était prévu, mais en passant devant la chambre de sa fenêtre, ce qu'elle a vu à l'intérieur lui glaça le sang. À l'intérieur de la chambre, elle a vu une personne, du moins l'ombre d'une personne qui se tenait debout. Rien d'anormal, vous me direz sans doute. Hélène a une mère et une petite sœur. Mais ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que cette nuit-là, elle était seule à la maison. Elle le croyait en tout cas, mais il y avait bien une personne debout dans sa chambre. La silhouette qu'elle avait vue avait une allure masculine mais chétive. Cette physionomie, Hélène la connaissait très bien. Elle lui rappelait l'horreur de son malaise qu'elle ressent depuis des mois déjà. Le temps de faire le déclic sur ce qui était en train de se passer, elle s'est tournée en direction de la fenêtre du voisin, mais comme elle s'y attendait, il n'y avait personne. Dans la panique, elle s'est mise à crier et à courir à vive allure pour s'éloigner de la maison. Ses cris et ses appels à l'aide ont alerté le voisinage qui commençait à sortir progressivement pour voir ce qui se passait. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, elle a expliqué la situation à l'un des voisins qui a naturellement appelé la police. À l'arrivée des agents de police, ils ont procédé à la fouille de la maison, mais ça n'a rien donné. Mais après qu'elle ait mentionné le fait qu'elle se sentait stalkée depuis des mois, la police s'est rabattue sur la maison d'en face. Ils n'ont rien trouvé également, et plus encore. Il s'est avéré que la maison d'en face n'était pas habitée, pas depuis près de 3 ans déjà, du moins officiellement. Les fouilles approfondies ont mené ce soir-là sur quelque chose d'étrange. En effet, l'accès au sous-sol de la maison d'en face était légèrement barricadé. Avec un peu de force, les policiers ont réussi à y accéder et ils ont découvert une planque. Il y avait des traces d'habitation, un petit matelas, des couvertures crasseuses, des boîtes de conserve et des journaux, ainsi que des photos Polaroid, 27 au total, toutes de Hélène et la plupart ont été prises du point de vue de la fenêtre d'en face. À ce stade, plus besoin d'aucune preuve. Hélène se faisait effectivement stalker. La police a lancé un avis de recherche sur la description plutôt floue que leur a fournie Hélène, mais jusqu'à présent, aucune piste fiable n'a été trouvée. On aurait dit qu'il s'est volatilisé dans la nature, ou pire encore, qu'il n'ait jamais existé. Avec le danger planant en permanence sur ses filles, Suzanne, la mère de la petite famille, a décidé de déménager encore. Croisons les doigts pour que le même scénario ne se reproduise pas, en pire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous aimez les threads d'horreur, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de vous abonner mais surtout de partager la vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.